L'an de paix 996. Lyon, capitale du royaume de France, se prépare à la guerre civile. Pourtant la ville a suspendu ses travaux. Le brouhaha quotidien a laissé place à un silence inquiétant, coupé seulement par les pleurs haletants des nouveau-nés. Les drapeaux ne flottent plus au vent et les rues sont laissées à l'abandon, car tous ceux qui le peuvent se sont retrouvés sur le bord du Rhône. Benjamin, 425 ans, allait recevoir l'hommage de la nation. Le cercueil ouvert est posé sur une petite embarcation, accostée sur la rive dans laquelle le roi de France, Childéric Ier, entamait maladroitement son entrée. Autour du cercueil, du lys bien entendu, mais aussi des cystes violettes, des œillets roses clairs et quelques tulipes. À l'avant de l'embarcation, le prêtre de la descendance d'Abraham procédait à la diffusion d'une fumée parfumée avec son encensoir dans un geste cadencé, débutant par le corps inerte, puis se déplaçant ensuite vers les eaux. Il récitait des psaumes et allait maintenir tout le temps du cérémonial cette même mécanique. Le roi regarda Benjamin. Il lui semblait encore plus vieux, comme si la mort nous ajoutait 100 ans, pensait-il. 100 ans que nous n'avions pas vécu, ou peut-être différemment, et qu'il fallait maintenant révéler. Le roi avait vu Benjamin mourir. Ils marchaient ce jour-là tous les deux dans la cour du palais. Le monarque lui racontant ses inquiétudes. Benjamin, la démarche toujours complexe, mais l'œil lumineux, méditait les paroles d'un monarque en suspens. Il voulut s'asseoir. Childéric l'accompagna avec la douceur qu'il se faut pour une personne d'un tel âge. Benjamin se posa sur le banc, ferma les yeux, eut un léger frisson et rendit l'âme sans tomber. Le roi comprit immédiatement. Il ne tenta rien, n'appela personne. Simplement il considéra le moment unique, intense, démesuré. En effet, devant lui, un juste venait de quitter ce monde. Un homme dont on pouvait dire qu'il avait combattu le bon combat, qu'il avait achevé la course, mais surtout qu'il avait, dans une fin de siècle troublée, gardé la foi. À bord du bateau qui commençait sa descente vers le sud de Lyon, Samson regardait aussi Benjamin. Il pensa à Enoch, parce que celui-ci avait été enlevé juste avant le déluge. Aussi s'imagina-t-il que Dieu, de la même façon, avait préservé Benjamin de cette période tragique qui devait venir. Les autres conseillers étaient aussi présents, à l'arrière du roi, sans distinction de rang. Au fur et à mesure de la progression, sur les abords, des soldats munis de trompettes jouaient la sonnerie aux morts au passage du convoi, et cela tous les 500 mètres. Il devenait facile pour les plus éloignés de connaître la distance et l'avancement de ce cortège flottant. À l'avant, 2 hommes, tambour à la main, appuyaient la percussion d'un tempo lent. Il faisait gris, mais il ne faisait pas froid. Tout le peuple de Lyon put donc, une dernière fois, saluer son conseiller. Le bateau se rangea au sud de la ville, où une calèche attendait le cercueil afin que Benjamin puisse être enterré dans ses terres. Le roi embrassa le front du défunt, ferma le cercueil. Alain, un des 11 conseillers, représenterait le roi et accompagnerait Benjamin jusqu'à sa dernière demeure. Le roi remonta à pied les rues de la ville en direction de sa maison, insensible aux salutations de ses sujets. La ville reprenait dans un bon crescendo les enjeux d'une vie qui se doit de continuer. Personne n'avait pleuré. Le peuple s'était recueilli. Tous s'étaient souvenus. La mort n'était pas injuste ici, presque nécessaire, comme un sceau, un tampon qui valide que l'histoire fut belle. Aucune vie ne peut être déclarée admirable si la fin nous est cachée. Gauvin profita de l'isolation de Childéric Ier pour s'approcher de lui. « Mon roi !»« Qu'y a-t-il, Gauvin ?» dit le roi, sans interrompre sa marche, les mains tenues à l'arrière. «
Ne serait-il pas prudent que vous quittiez la ville en attendant que la situation se calme, suggéra Gauvin avec discrétion, en s'assurant du regard que personne ne l'écoutait. Que voulez-vous dire demanda le roi, qui ne saisit pas le sens de la proposition. Gauvin poursuivit avec la même précaution. Je peux vous préparer un convoi qui vous fera quitter de nuit la ville. Vous serez assorti d'autres vêtements. En maximum 5 jours, vous serez à Marseille. De là, un bateau vous conduira en Israël. Le roi s'arrêta et toisa Gauvin du regard. D'un signe de son bras droit, il fit comprendre aux autres conseillers de garder une bonne distance avec eux. « Qui vous a rendu fou, Gauvin, au point de me demander d'abandonner mon peuple ?» L'œil du monarque avait pris une couleur acide. Gauvin insista. David n'avait-il pas abandonné Jérusalem lorsque son fils Absalom arriva avec son armée en provenance d'Hébron? N'était-ce pas un choix judicieux de laisser la ville aux mains de ses ennemis pour mieux la reprendre ensuite? Le roi devint rouge et parla avec une telle force que tous purent l'entendre. « Je n'ai pas à entendre vos plaintes et vos peurs. Quel roi sort de sa ville avec gloire? David porta lui-même le voile et la cendre. Il le fit publiquement, et moi, comme un imposteur, vous attendez que je me cache? En ce jour, vous êtes petit, Gauvin, petit et stérile. Je vous attendais plus grand au moment de l'épreuve. Sortez de ma présence. » Et Gauvin de se retirer. Nul n'osa lui demander ce qu'il avait dit. Cependant, ce qui était sûr, c'est que jamais il n'avait vu le roi dans une telle colère. Gauvin ne voyait plus par la fenêtre du salon la ville, car le château, son jardin et quelques demeures alentour étaient entourés d'une muraille haute de 50 coudées. Les 5 citadelles étaient terminées, les 4 des points cardinaux et celle du château, la plus grande. Les tunnels aussi étaient finis, rendant possible le déplacement de n'importe lequel des forts vers le château. La muraille principale, quant à elle, entourait entièrement la ville, à l'exception du passage de la Saône et du Rhône. Toute l'armée en place était équipée et s'exerçait journellement. C'était son œuvre, son idée. Pourtant, cette observation simple, gratifiante au premier abord, produisait en lui une profonde mélancolie. En effet, ses ouvrages avaient coupé la demeure du roi de sa ville, et la ville du reste de la France. Barak, voyant Gauvin seul, le regard perdu, s'approcha de lui, et avec une prononciation parfaite, « Lady Vierge, qu'elles aient anticipé ou non la longueur de l'attente, s'ennuyaient tout autant que nous. » Gauvin sourit en voyant Barak. « Elles attendaient leur fiancé. Nous attendons la guerre. » Oui, et elle aussi ne savait ni le jour ni l'heure, simplement que cela devait arriver. Attendre, c'est donc perdre le contrôle. Gauvin répondit, « C'est vrai, lorsqu'il y avait tous ces travaux à faire, ces armes à construire, j'avais le sentiment de contrôler la situation. Maintenant, je me sens comme démuni. » Barak répondit, « Tu le sais comme moi. Même quand tu avais le sentiment de tout contrôler, tu ne contrôlais rien. Tout était déjà écrit. Cette faiblesse que tu ressens est préférable, car elle te rappelle à ta véritable condition. Il tient toute chose dans ses mains. » « Je n'ai pas peur de mourir, dit Gauvin. »« Personne n'a peur de mourir quand il a une espérance, répondit Barak. » C'est sur ces mots que Barak laissa Gauvin. Depuis le col de la Luère, Lyon se présentait comme un plat à déguster. Tristan s'assit face au soleil qui le forçait à fermer les yeux. Sa posture lui fit se remémorer le temps passé avec Ambroise à observer le cours du Rhin silencieux. Qu'y avait-il de si particulier à regarder couler l'eau pour qu'ils en soient tous les deux si friands? Et puis il y avait la grande propriété familiale, la nourriture en abondance, les fruits pleins de leurs arômes et de leur sucre. Leur père sévère, exigeant, laconique, précis, grand, trop grand, et tendre à l'excès. Tendre pire qu'une mère. Quel paradoxe! Est-ce cela un père? Un être humain méfiant de la portée des mots, préférant aimer non avec la bouche, mais par des actes concrets. Il n'avait manqué de rien, et quand il demandait d'avoir un,
ses parents lui donnaient 2. Il se félicita intérieurement de ne jamais avoir abusé de cette grâce, consommant le nécessaire et rendant le trop-plein. Il revoyait sa mère admirant son mari plus que ses enfants, pieuse, travailleuse, un modèle de foi qui ne s'interdisait jamais d'exprimer sa pensée, surtout pour ce qui était de faire le bien. Il en était certain, c'était elle qui avait donné à Ambroise l'amour des Écritures, la recherche sincère de Dieu et cette envie intérieure d'aller voir Jérusalem. Il eut alors comme un frisson, une révélation. En effet, il venait de comprendre un secret. Contre toute évidence, c'était cela. C'était Mélina, leur mère, qui les avait le plus inspirés. Dans une tente à côté, Étienne, Caleb, Roch, Barthélemy et quelques officiers discutaient autour d'une maquette de la capitale posée sur une grande table. Grâce aux indications reçues de leurs complices, ils avaient une vue claire des fortifications, des rondes et autres organisations de l'armée du roi. La possibilité d'un siège fut exclue, car il était incertain de contrôler finement les va-et-vient d'un si grand périmètre. De plus, Lyon était certainement autosuffisante, mais surtout cela laissait trop de temps aux nations voisines pour intervenir. Il fallait donc une victoire rapide. Cependant, une attaque directe risquait d'être faiblement efficace, car la muraille était robuste et grimper exposerait trop les troupes. Seule solution, les portes devaient s'ouvrir de l'intérieur. Un plan commençait à prendre forme. À l'extérieur de la tente, une armée d'au moins 100 000 hommes, magnifiques, musclés, à la cuirasse resplendissante, arborant tous un dragon. Organisés par corps, il s'y trouvait des archers aux arcs de taille d'homme, à la corde raide et dure comme un fil de fer, des chevaliers par milliers aux montures noires, tous couverts de métal sculpté à la gloire du dragon. Les fantassins avec un bouclier, cotte de maille et épée à la main, ou en place de l'épée une lance, ou encore une hache, et enfin les préposés aux trompettes. Autour de ces hommes, une intendance s'activait pour répondre aux besoins matériels. Plus loin, des ingénieurs réfléchissaient à des engins capables de briser les défenses. C'était une ville à ciel ouvert, organisée à la perfection, concentrée sur son objectif et prête à tous les sacrifices. Étienne se mit au plus haut point du col, appela tous les combattants et d'une voix puissante leur dit « Ici sont les dragons !» Et tous se mirent à crier pour acquiescer. « Je vois Lyon devant moi, et je vois des dragons au souffle dévastateur venus pour un holocauste qui va introduire une nouvelle génération. Lyon va tomber, et la France avec. Vos flammes vont allumer un feu que nul ne pourra éteindre. L'homme supérieur s'y réchauffera, tandis que l'insensé s'y brûlera. » Et tous de lever les bras et d'hurler en signe de puissance. Au plus proche possible de la porte ouest, sans être visibles, dans la forêt, 20 000 hommes de l'armée d'Étienne étaient prêts à bondir. L'alerte donnée par la ville fut le signal que l'opération des 6 espions avait réussi. Il fallait tenir l'accès avant que les hommes du roi ne pussent le refermer. Au galop, la cavalerie constituée de 1000 chevaliers visait cet objectif. Pendant ce temps, les 6 hommes devaient en contenir 100. Plus aguerris, sous adrénaline, ils mirent à terre les 10 premiers combattants. Malheureusement pour eux, l'adversaire s'ajusta, et les flèches touchent même dans le noir. Sans bouclier, une épée de basse finition à la main, en sous-nombre, ils allaient tomber. Un premier tomba, puis un second. Faisant cercle, ils sentaient la terre vibrer au tempo du sabot tapant le sol. On hurla sur la muraille « Cavaliers, fermez la porte !» Ces mots revigorèrent les 4 blessés. Les archers en place envoyèrent leurs flèches sur cette meute noirâtre, inefficace sur ces chevaliers suréquipés. Les cloches sonnaient dans toute la ville. « Fermez la porte !» C'était trop tard. Le dernier espion tomba. C'est l'instant précis où le flot d'équidés entra par la porte ouest et percuta les soldats du roi comme un vent féroce. Sous les feux grotesques des flèches des archers royaux, ils tinrent la position afin que le reste des troupes à pied puissent les rejoindre. Les chevaux tournaient en rond, hennissant, se cabrant, inadaptés à cette posture d'attente. Les archers rebelles arrivèrent. En 2 salves, ils noyèrent le chemin de ronde et la forteresse ouest. Pour assurer la prise de Lyon, Étienne avait prévu de prendre une seconde porte. Par un escalier intérieur, le premier mouvement des troupes à pied s'introduisit sur le chemin de ronde en direction de la porte sud. Un autre flot de 20 000 soldats arriva ensuite. En effet,
Il fallait sécuriser le bas intérieur de la forteresse pour que les forces loyalistes ne perturbent pas la progression des hommes. L'armée lyonnaise mit du temps avant d'être opérationnelle, car l'essentiel des forces dormait et la zone précise du conflit n'était pas clairement connue puisque l'alarme sonnait dans toute la ville. La progression vers la porte sud se faisait méthodiquement. Sur le chemin de ronde, l'affrontement se faisait à l'épée, assisté par les archers qui opéraient de manière prodigieuse en contrebas. Au niveau de la porte ouest, la présence des forces rebelles était tellement importante que les combats se situaient maintenant à plus de 400 mètres de celle-ci. L'avancée de l'armée d'Étienne dans cette zone tenait plus à la recherche d'un espace vital que d'une vraie conquête de territoire. Le plan était clair, tenir la porte ouest et ouvrir la porte sud. Samson, ayant eu vent de la manœuvre, prit 1000 de ses chevaliers et fit face au problème qui se situait au pied de la muraille. Il attaqua les archers de support. Ceux-ci n'avaient pas l'expérience du combat en corps à corps. Ce fut une véritable hécatombe. La moitié des archers d'Étienne tombèrent. En haut, depuis le sud, 2000 soldats du roi avaient investi le chemin de ronde pour apporter leur soutien. L'armée du roi devenait entièrement opérationnelle. Elle avait compris l'enjeu et, sous l'épée de Samson, donnait un premier holà à ses adversaires. C'était une faute militaire et stratégique de la part d'Étienne de ne pas avoir pensé à protéger ses archers. Arrivé à son tour à la porte ouest, il fulmina quand il apprit la nouvelle. Aussi donna-t-il l'ordre à sa cavalerie de venger leurs frères, les chevaliers du roi contre ceux du dragon. Ce fut donc un combat de chevaliers. Les coups portés, d'une puissance inimaginable, ne faisaient que rayer leurs armures ou leurs boucliers. Quelques instants de repos, et chacun repartait dans la mêlée. Nul n'arrivait à faire la différence, à prendre le dessus. On essayait de désarçonner l'autre pour le piétiner, mais les rares fois où cela fonctionnait, la solidarité du groupe s'activait. Cela faisait bien 3 heures que la situation s'était stabilisée. Étienne eut une idée. Il envoya son dernier corps d'archers en support, non pas au bord de la muraille intérieure, mais en bas de la muraille extérieure, accompagné cette fois-ci de 100 chevaliers et 1000 hommes à pied. Bien lui en prit. Grâce à ce stratagème, l'avancée vers la porte sud put reprendre. Samson fut pris de court. Comment neutraliser ses archers à l'extérieur des murs, sans ouvrir une porte et voir potentiellement déferler l'armée adverse? À terme, la porte sud allait être perdue. Le courage des soldats du roi n'y changea rien. Ainsi, à l'aube, la porte tomba, et le reste de l'armée d'Étienne entra dans Lyon comme un fleuve rejoint la mer. Elle se dispersa dans tout le sud-ouest tel un coussin éclaté voit ses plumes éparpillées sur le sol. De son côté, Samson fut pris à revers. Le combat devenant inégal, il sonna la retraite pour rejoindre la forteresse royale. Les combats de rue continuèrent toute la journée. Liés à l'agencement des bâtisses et des rues, les conditions d'engagement variaient d'un quartier à l'autre. Lorsque la prise du territoire prenait trop de temps, les rebelles y mettaient le feu, forçant les défenseurs à s'exposer, mais provoquant aussi des incendies incontrôlables. Dès lors, une fumée noirâtre pigmentait en cette fin de journée tout le sud de Lyon. La nuit venue, l'armée d'Étienne avait encerclé la citadelle royale, tenant à bonne distance les forces de résistance au nord. Son but n'était pas de conquérir toute la ville, mais, comme aux échecs, de prendre le roi. La nuit tombée, dans la pièce du trône, Childéric, debout, s'adressa à ses 10 conseillers, Samson et quelques autres officiers. Cela avait quelque chose de Gethsémane. J'ai parlé avec Samson. Nous avons 3000 hommes qui tiennent cette place. Le nord de la ville est encore sous notre contrôle, et il est certain qu'ils vont concentrer leurs forces sur nous. Je n'ignore pas la gravité de notre cas. Je n'ignore pas non plus que nous pouvons encore retourner la situation. Ce que je ne veux pas, c'est que vous souffriez inutilement. Aussi, mes conseillers, je veux vous savoir en sécurité et utile. Vous quitterez la ville par le souterrain en direction de la tour nord. Vous vous disperserez et demanderez en mon nom l'assistance de nos pays voisins. Pour cela, vous serez accompagnés chacun par 100 soldats. « Qu'allez-vous devenir » demanda Barak. « Que t'importe, Barak? Je vivrai selon le Seigneur, ou je mourrai selon le Seigneur. Ici est mon peuple, ma patrie, mon devoir. Je vous enlève ce soir ce fardeau et vous en donne un plus léger. »« Je ne ferai pas comme Pierre » s'exclama Gauvin, qui n'avait plus parlé au roi depuis leur dispute. « Gauvin, » dit le roi avec une douceur christique, posant sa main sur son épaule, « tu m'as été utile en bien des choses. Que sais-tu de ta fidélité en ces jours sombres? Quand tous vous abandonneraient, moi je ne vous abandonnerai pas.
Le roi se tourna ensuite vers Samson. « Je veux que ce soit toi qui coordonnes cette fuite. » Samson, droit, paré de toute la gloire de chevalier en chef, parla puissamment. « Non, mon roi, je ne fuirai pas, car c'est pour ce jour que je suis né. C'est pour ce jour que ma mère a crié un matin d'automne, et qu'il fut annoncé qu'un fils avait été donné. C'est pour ce jour que j'ai durci d'année en année la peau de ma paume, la rugosité de mon pied, l'épaisseur de mon cou. C'est pour ce jour que j'ai supporté les coups des autres, l'opprobre d'une autre voix, que je me suis imposé la solitude, que j'ai contenu mes joies et appuyé mes peines. Je n'ai jamais fui la douleur, les privations, le devoir, l'exercice corporel et spirituel, car je savais que c'était pour ce jour que je devais être prêt. » Samson et Gauvin restèrent avec le roi, tandis que les autres prirent la fuite. La forteresse royale semblait imprenable. Étienne, avec Caleb, appuyé de son cortège d'officiers, avait fait d'une maison proche du château son quartier général. L'information était connue depuis bien longtemps. Il existait des tunnels en direction de la citadelle royale. Il était certain que celui du sud et celui de l'ouest avaient été condamnés. De plus, s'ils attaquaient directement les tours restantes, au moindre doute, les forces en place détruiraient l'entièreté du passage. Devant ce problème, Caleb eut une solution. Il fallait créer une nouvelle entrée en perçant le sol depuis le dessus du souterrain. Mais comment savoir par où passait la galerie? Il fallait faire des essais, creuser rapidement. Caleb était un creuseur, et il y avait des creuseurs expérimentés et outillés dans les bases arrières. C'était décidé. Il fallait identifier le passage reliant la citadelle au château. Rapidement, Étienne reprit la tête de son armée pour prendre possession de la ligne est. Caleb prit alors le contrôle des opérations, situé à 500 mètres du château et invisible de la forteresse à l'est. Caleb mit en place des groupes de 5 creuseurs tous les 10 mètres sur un segment de 200 mètres où il était certain que la galerie le couperait orthogonalement. Travaillant en parallèle, il devait creuser en profondeur au moins 3 mètres avant d'abandonner. Après 1 heure de travail, un groupe s'annonça. Ils avaient trouvé le toit de la galerie. Caleb jubilait. Tous les autres creuseurs se pressèrent alors pour aider à l'excavation. On ôta délicatement les planches de bois, laissant les poutres. Les soldats pouvaient maintenant y pénétrer. Caleb fit condamner l'arrivée à l'est, coupant ainsi la communication avec la tourelle est. Étienne ordonna à sa garde d'élite d'entrer et de tenir l'embouchure de sortie. 200 hommes au physique impeccable, l'excellence d'une armée qui n'avait pas encore pris part au combat, allait devoir tenir contre 2000. L'embouchure donnait sur une grange pleine de paille en perdition et de poules à l'air libre. Ils en sortirent sans éveiller l'attention. Armes en main, ils attendaient d'être démasqués. Communication fut faite que l'embouchure était sécurisée et que la garde avait pénétré la forteresse royale. Une longue chaîne de soldats remplit alors le tunnel sur toute sa longueur. L'offensive fut donnée en direction du château. Il y avait du côté du roi 500 hommes dans la cour, 200 chevaliers dans le château et bien 1300 soldats sur les fortifications. Le combat débuta dans la cour. Bien que minoritaire, la garde d'Étienne dominait son sujet. Lorsque les autres descendirent pour apporter leur secours, un flot incessant de soldats révolutionnaires venait se mettre en opposition. Peu importe la vaillance des 1300, il arrivait sans cesse de nouveaux hommes venus faire barrage. Par effet de nombre, l'armée du roi fut vaincue, et le chemin de ronde fut complètement sous contrôle des dissidents. Quelques-uns cependant purent se réfugier dans le château. La cour pacifiée, le château devenait le dernier refuge du roi. Étienne fit alors son entrée, son armée dans la cour. Aucun n'osait pénétrer sans son ordre d'attaque la demeure du roi. À l'intérieur, les chevaliers et un reste étaient dans la grande salle de réception. C'était plié. Le roi descendit, vêtu en chevalier, sa couronne sur la tête. Il s'avança sereinement en direction de Samson. Sur son passage, chaque homme le salua avec une totale déférence, alliée à une fierté intérieure incommensurable. Une fois à hauteur de Samson, Childéric lui chuchota « Pour ce jour ». Samson, un sourire triste, lui répondit à son tour « Pour ce jour, mon roi ». Alors que la grande porte vibrait sous l'arrivée imminente des ennemis, le roi leva son épée et cria « Pour son règne !»
et tous de reprendre « Pour son règne !» Le roi combattit avec ses hommes comme il se doit d'un roi. Ils tinrent tête à l'élite de l'armée adverse jusqu'à la voir rompre le rang et être rappelés. Les heures passant, ils avaient dû se replier dans la salle du trône. Ils n'étaient plus qu'une trentaine. Le soleil se leva. Samson et Childéric, épaule contre épaule, les cheveux en bataille, le visage tracé par le sang des adversaires, leur épée tenue à deux mains, se regardèrent, conscients de se revoir dans quelques minutes au ciel. Étienne donna la garde pour cette dernière vague. Chacun sacrifia sa vie, Samson le dernier, pour sauver celle du roi. Il ne restait plus que Childéric, seul, sans attache, entouré d'hommes à la brutalité perfide. Il fut désarmé, battu. Son corps était couvert d'hématomes, et ses côtes cassées rendaient sa respiration difficile et bruyante. Il était à peine conscient. Allongé, il fut piqué çà et là par des bouts d'épée, moqué grassement. Alors qu'il allait recevoir le coup de grâce, Étienne entra avec désinvolture dans la salle du trône et cria « Stop ! Même un charlatan a le droit à un procès. » Il alla d'un pas joyeux jusqu'au trône, s'assit et mit solennellement la couronne du roi sur sa tête. « Installez l'accusé. » Le roi fut assis sur une chaise comme un pantin désarticulé. En face, Étienne sur le fauteuil royal, plein de prestance. « Vous êtes accusé, Childéric, d'avoir fait couler le sang du peuple. Vous êtes accusé d'avoir exercé le pouvoir illégalement. Vous êtes accusé d'avoir réprimé sans considération les libertés fondamentales. Et enfin, vous êtes accusé d'être le complice de l'usurpateur de Jérusalem. Que répondez-vous » Le corps était là, mais l'âme ne répondait plus. « Eh bien, pour toutes ces raisons, nous vous condamnons à mort. » Le roi fut amené dans la cour, où sa tête fut tranchée. Gauvin, qui s'était réfugié dans la chambre du roi, avait été arrêté. Son arrestation n'avait eu rien de glorieux. 3 soldats étaient entrés. Ils l'avaient vu menaçant et timoré tenir son épée comme on utilise un éventail. D'un mouvement, on l'avait désarmé, puis d'un point certain sur le visage, lui avait cassé le nez. Lié, il assista par accident à la mort du roi. Il comprit ce qu'était une exaltation nauséeuse. Il traversa toute la ville pour être conduit dans un cachot à la périphérie de la ville. Il vit tout. Le sang, le feu, la violence de Confort, les rires et le jeu des vainqueurs, les pleurs des assiégés et l'odeur de la destruction. Lorsqu'il arriva devant une cage en bois déjà habitée, un soldat le jeta à l'intérieur et lui dit « Ne t'inquiète pas, baronnet, tu n'y resteras pas longtemps. » Gauvin toucha son nez. Il saignait encore et lui faisait mal. S'adressant à son compagnon de cellule, il lui demanda « Pourquoi êtes-vous ici ?»« J'ai voulu intervenir lorsque j'ai vu 3 soldats frapper une femme qui tardait à les servir. »« Ce n'est pas grand-chose. »« Tout à fait, mais c'est considéré comme de l'intelligence avec l'ennemi. Je pensais que lorsqu'une guerre était gagnée, les choses revenaient dans l'ordre. Sans mes contacts haut placés, je crois qu'ils m'auraient tué. Ils sont devenus fous. Et vous ?» Gauvin s'essuya le nez avec sa manche et renifla en grimaçant. « Oh, moi, j'ai simplement été un des conseillers du roi. »« Que devient-il? S'est-il enfui ?»« Non. »« Ils l'ont tué, » soupira tristement Gauvin. « La France a tué son roi. Puisse son sang ne pas retomber sur son peuple. »« Ah, ils l'ont fait finalement. » « Vous étiez des leurs ?» interrogea Gauvin. « Pas suffisamment, visiblement. Mais nous ne nous sommes pas présentés. » Et tendant la main, « Heureux de vous rencontrer. Je m'appelle Gauvin. » « Et moi, Tristan. »